Ne montez pas dans la voiture, dit la fille de la femme de ménage au milliardaire. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Sterling ajusta les manchettes de sa chemise italienne en traversant le parking souterrain. Ses chaussures en cuir résonnaient sur le béton poli avec un rythme confiant et déterminé. C'était jeudi, 18h30, et une autre journée profitable touchait à sa fin. Les négociations du matin avaient rapporté 2 millions de contrats, et la réunion de l'après-midi avait presque doublé ce montant. Le parking était son territoire privé, 20 places réservées exclusivement pour lui et ses invités de marque. Aucun employé ordinaire n'osait y mettre les pieds. Les caméras de sécurité captaient chaque mouvement, et les gardes savaient exactement qui était autorisé dans cette zone. C'était un sanctuaire de pouvoir et de statut. La Lamborghini Aventador brillait sous les lumières LED comme un joyau précieux. Noir mat, jantes chromées, un moteur V12 qui rugissait comme une bête sauvage. Richard sourit avec satisfaction. C'était plus qu'une voiture. C'était une déclaration de supériorité. Elle coûtait un demi-million de dollars, mais elle valait chaque centime pour l'impact qu'elle avait sur les gens. Il sortit la clé de sa poche, savourant le poids du métal froid. La journée avait été parfaite à tous points de vue. 3 nouveaux investisseurs avaient confirmé leur participation au projet en Corée du Sud, et son rival japonais avait enfin abandonné la compétition. Tout se déroulait comme prévu, comme toujours. Richard s'approcha de la portière du conducteur d'un pas calculé. Son reflet apparut dans la vitre teintée, des cheveux grisonnants impeccables, un costume à 5 000 $ sans le moindre pli, la posture droite de celui qui domine le monde. À 52 ans, il conservait toujours la présence imposante qui avait bâti sa fortune. La clé s'inséra dans la serrure avec un léger clic. « Ne montez pas dans la voiture !» Le cri résonna dans le parking comme une sirène d'urgence. Richard se figea, la main encore sur la clé. La voix était aiguë, désespérée, remplie de panique. « Un enfant ! Ils ont coupé les freins !» Richard se retourna brusquement, l'irritation gravée sur son visage. De l'autre côté du garage, près de l'entrée de service restreinte, une petite fille blonde courait vers lui. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Cheveux dorés flottant au vent, de grands yeux bleu clair terrifiés, de petites jambes se déplaçant aussi vite qu'elle le pouvait. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» marmonna Richard pour lui-même. La fillette arriva à bout de souffle, ses joues roses rougies par l'effort. Ses vêtements simples étaient un peu froissés, et elle tenait un morceau de papier plié dans sa petite main. « Vous ne pouvez pas monter dans la voiture » répéta-t-elle entre deux halètements, tirant désespérément sur le bas de son costume. « Ils ont coupé les freins. Je les ai vus faire quelque chose de mal. » Richard la regarda avec une irritation et un dégoût complet. Une enfant sale et inconnue touchant son costume italien à 5 000 $. C'était inacceptable. Il repoussa sa petite main d'un geste sec et impatient. « Petite fille, sors d'ici immédiatement » dit-il avec une dureté glaciale, comme s'il s'adressait à un insecte indésirable. « C'est une zone privée et restreinte. Tu ne devrais absolument pas être ici. » « Mais ils ont coupé les freins de votre voiture » insista-t-elle, pointant un doigt tremblant vers la Lamborghini. « J'ai vu un homme faire quelque chose de dangereux en dessous. »« Quelle absurdité est-ce là ?» se moqua Richard avec dédain, levant les yeux au ciel avec impatience. « Qui couperait les freins de ma voiture ? Tu inventes des histoires ridicules. Les enfants inventent toujours des fantasmes insensés. » Les yeux bleus de Mia se remplirent de larmes scintillantes, sa lèvre inférieure tremblait, mais elle essaya une dernière fois. « J'ai vu un homme » tenta-t-elle d'expliquer, sa voix sortant douce et effrayée. « Assez de ces bêtises. » Richard éleva la voix avec autorité, la faisant résonner dans le garage vide. « Dois-je aller chercher ta mère immédiatement et que tu cesses de m'importuner avec ces fantasmes enfantins ridicules ? J'ai des choses importantes à faire. » La fillette recula d'un pas, visiblement effrayée par son ton dur. Ses lèvres tremblaient encore plus, mais elle ne s'enfuit pas comme Richard l'avait prévu. Au lieu de cela, elle resta là, le regardant avec ses grands yeux désespérés. « S'il vous plaît » murmura-t-elle de manière presque inaudible. « Ne montez pas dans la voiture. Quelque chose de mal va arriver. »« C'est complètement ridicule » grommela-t-il avec irritation, se retournant vers la portière de la Lamborghini. Mais quelque chose dans l'expression désespérée et sincère de l'enfant le fit hésiter une seconde. Peut-être était-ce l'intensité de ses yeux bleus ou le désespoir authentique dans sa voix. Richard sortit son téléphone et composa le numéro de la sécurité, plus agacé que réellement inquiet.
James, c'est Richard Sterling. Il y a une enfant perdue dans mon parking privé qui cause des nuisances, et je veux que quelqu'un jette aussi un coup d'œil rapide à ma voiture. Monsieur Sterling, la voix de James semblait confuse à l'autre bout du fil. Y a-t-il un problème spécifique avec le véhicule? Probablement pas, mais cette fillette agaçante insiste sur une histoire complètement folle de freins coupés. Juste pour être absolument sûr et me débarrasser de ce mal de tête, envoyez quelqu'un vérifier rapidement. J'arrive, monsieur. 2 minutes. Richard rangea son téléphone avec un soupir exaspéré. La fillette était toujours là, à quelques mètres, le regardant avec ses immenses yeux effrayés. Il l'ignora complètement, comme si elle était invisible. James apparut, dévalant en courant l'escalier de secours, suivi de 2 gardes en uniforme. Son visage était rouge d'inquiétude et de confusion totale. « Monsieur Sterling, je vous jure que je ne sais pas comment elle a réussi à passer toute la sécurité. Nous discuterons de cette faille de sécurité flagrante plus tard », le coupa froidement Richard. « Pour l'instant, je veux que vous regardiez immédiatement sous ma voiture. »« Monsieur » hésita James, clairement confus. « Vous m'avez parfaitement entendu. Regardez sous la voiture et vérifiez si tout est normal. » James échangea des regards perplexes avec les autres gardes, mais obéit sans poser de questions. Il s'agenouilla sur le sol froid et se glissa sous la Lamborghini rutilante. Richard croisa les bras avec impatience, agacé par toute cette situation absurde et cette perte de temps. Une enfant envahissant son espace privé, des histoires folles de sabotage, des gardes incompétents. « Monsieur Sterling ?» La voix de James sortit étouffée de sous la voiture, avec une tonalité étrange. « Eh bien, je peux rentrer chez moi ou pas ?» James rampa lentement, le visage complètement pâle. Dans ses mains tachées de graisse, il tenait 2 câbles qui avaient été coupés avec une précision chirurgicale. « Et les freins ?» balbutia-t-il. « Les câbles sont coupés, nettement coupés avec un outil professionnel. » Le monde entier s'arrêta de tourner. Richard sentit le sang se glacer dans ses veines. Il regarda les câbles dans les mains de James. Puis la Lamborghini. Puis il traça mentalement la route qui le mènerait à sa demeure. 10 miles de virages montagneux sinueux et dangereux. « Êtes-vous absolument sûr ?» Sa voix sortit plus basse et plus tremblante que d'habitude. « Absolument sûr, monsieur. Une coupe nette et précise. Du travail de professionnel. » Richard sentit ses jambes flageoler et le monde tourner. S'il était monté dans la voiture comme d'habitude, s'il était parti avec confiance, comme il le faisait toujours, le premier virage serré aurait été sa fin. Une mort certaine. Pendant un bref instant, ses yeux cherchèrent automatiquement la fillette. Elle avait complètement disparu. James ou l'un des gardes l'avait probablement renvoyée pendant la vérification. James se releva lentement, essuyant l'huile de ses mains. « Monsieur, je dois appeler la police immédiatement. C'est une claire tentative de meurtre. » Richard hocha lentement la tête, mais son esprit était complètement ailleurs. Une enfant inconnue de 5 ans venait de lui sauver la vie. Si elle n'avait pas crié désespérément, si elle n'avait pas insisté, malgré sa grossièreté. « Oui », murmura-t-il distraitement. « Appelez la police et l'équipe scientifique. » James était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Les autres gardes inspectaient méticuleusement tout le garage, à la recherche de caméras, d'indices, de toute preuve qui pourrait expliquer comment quelqu'un avait réussi à saboter la voiture la plus surveillée et protégée de la ville. Richard s'adossa contre le mur de béton froid. Ses mains tremblaient violemment, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des décennies. Depuis qu'il avait bâti son premier million, il ne s'était jamais senti vulnérable ou menacé. L'argent avait toujours acheté une sécurité totale. Le pouvoir avait toujours acheté une protection absolue. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru aveuglément. Mais il était là, vivant uniquement parce qu'une petite fille blonde inconnue avait décidé d'enfreindre toutes les règles et d'entrer dans un parking interdit pour l'avertir d'un danger mortel que même ses systèmes de sécurité à plusieurs millions de dollars n'avaient pu détecter. Monsieur Sterling s'approcha prudemment de James. « La police sera là dans 5 minutes. » Richard hocha la tête mécaniquement, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la courageuse enfant qui avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Il ne connaissait même pas son nom. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qu'il avait complètement oublié. Une peur réelle et un sentiment étrange et inconfortable de devoir sa vie à une enfant dont il ne connaissait même pas le nom et qu'il avait traité avec un mépris total. Richard Sterling était assis dans son fauteuil de direction en cuir allemand, mais son esprit était à des kilomètres de là.
Le bureau panoramique du 40e étage offrait une vue spectaculaire sur la ville, pourtant il ne voyait rien. Ses yeux fixés sur la paroi de verre n'enregistraient pas les bâtiments en contrebas. Il était 9h30 le vendredi matin. 12 heures s'étaient écoulées depuis l'incident dans le parking. 12 heures depuis qu'il avait découvert que quelqu'un avait tenté de le tuer. Le bureau en acajou était couvert de rapports financiers urgents. Des contrats attendaient sa signature. 3 réunions importantes étaient prévues pour la journée. Mais Richard ne parvenait à se concentrer sur rien du tout. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il prenait un stylo. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la même scène. Lui montant dans la Lamborghini, dévalant la route sinueuse, essayant de freiner au premier virage, et les pédales s'enfonçant dans le vide. Qui ferait une chose pareille? Cette question martelait son esprit sans relâche. Richard Sterling avait bâti son empire en marchant sur beaucoup de gens. Il savait qu'on n'atteignait pas le sommet en étant gentil. Au fil des ans, il avait licencié des centaines d'employés, mis en faillite des dizaines de petites entreprises et détruit des concurrents. Mais tenter de l'assassiner, c'était d'un tout autre niveau. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, les gens ressemblaient à des fourmis, chacun avec ses propres problèmes, ses ambitions, ses motifs. Combien d'entre eux pourraient vouloir sa mort? Richard pensa à ses partenaires dans l'entreprise. Il y avait des tensions, bien sûr. Marcus, son vice-président, était agacé par certaines décisions récentes. Mais Marcus était son ami depuis 15 ans. Ce serait impossible. Ou pas. Sa secrétaire, Madame Patterson, entra avec un plateau. « Je vous ai apporté un thé à la camomille, Monsieur Sterling. Vous semblez tendu. »« Merci, » murmura-t-il sans se retourner. La police a appelé. L'inspecteur Morrison souhaite vous parler aujourd'hui. Richard hocha la tête. L'enquête commençait. Police scientifique, empreinte digitale, analyse des caméras, tout cela très technique. Mais et s'il ne découvrait jamais qui c'était? Madame Patterson, dit-il, regardant toujours par la fenêtre. Hier, il y avait une enfant dans le parking. Une petite fille blonde. Savez-vous d'où elle venait? Madame Patterson fronça les sourcils. Une enfant dans le garage privé? C'est étrange. Eh bien, il y en avait une. Je veux savoir qui elle est. Je vais vérifier auprès de la sécurité, monsieur. Quand Madame Patterson partit, Richard retourna à son fauteuil. Mais l'image de la fillette ne quittait pas son esprit. Des yeux bleus immenses, des cheveux dorés, cette expression désespérée alors qu'il l'avait traitée si grossièrement. Pourquoi était-elle si préoccupée par un étranger? Les enfants ne se souciaient généralement pas des adultes inconnus, mais cette fillette, il y avait quelque chose de différent chez elle. La façon dont elle avait insisté, même après qu'il ait été impoli, la détermination dans sa petite voix. Richard prit le téléphone et composa le numéro de James, le chef de la sécurité. « James, je veux que vous découvriez tout sur l'enfant d'hier. »« J'y travaille déjà, monsieur Sterling. Elle est entrée par l'accès de service pendant qu'un membre du personnel de nettoyage travaillait. Il semble que ce soit la fille d'une employée. »« Quelle employée ? » ?»« Je vérifie encore. L'équipe de nuit a beaucoup de rotation, mais je vais le découvrir. » Richard raccrocha et fixa le téléphone. La fille d'une femme de ménage. Cela expliquait pourquoi elle était dans le bâtiment, mais n'expliquait pas pourquoi elle avait risqué de se faire gronder pour l'avertir. La matinée passa lentement. Richard essaya de lire quelques contrats, mais les mots dansaient sur la page. Son esprit revenait sans cesse au même point. Qui voulait sa mort, et pourquoi une enfant inconnue lui avait sauvé la vie? Le déjeuner arriva et il n'y toucha même pas. Madame Patterson entra de nouveau, inquiète. « Monsieur Sterling, vous devez manger. » Et la réunion de 14h? Annulez-la. Mais monsieur, ce sont les investisseurs coréens. J'ai dit de l'annuler. Madame Patterson soupira et partit. Richard savait qu'il était injuste, mais il ne parvenait pas à s'en soucier. Tout semblait trivial après ce qui s'était passé. Il se versa un whisky bien qu'il soit midi. La boisson lui brûla la gorge mais n'apporta aucun soulagement. Qui pouvait avoir accès au parking? C'était la question centrale. L'endroit était plus sécurisé qu'une banque. Caméras, capteurs, garde 24h24. Seules quelques personnes y avaient accès. Lui-même, quelques cadres, le personnel de maintenance autorisé. Quelqu'un de l'intérieur. Cette conclusion le rendit encore plus agité. Cela signifiait que le traître était proche, travaillait peut-être même directement avec lui, quelqu'un en qui il avait confiance. Le téléphone sonna. C'était l'inspecteur Morrison.
Monsieur Sterling, nous avons trouvé des empreintes digitales sur le système de freinage. Nous les vérifions dans la base de données. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques heures. Nous voulons également interroger toutes les personnes qui ont eu accès au garage au cours des dernières 48 heures. Après l'appel, Richard se sentit un peu plus optimiste. L'enquête avancerait peut-être rapidement. Mais qu'en était-il de la fillette? Cette question continuait de le tourmenter. Il ne comprenait pas pourquoi il se souciait tant d'elle. C'était juste une enfant qui s'était trouvée au mauvais endroit au bon moment. Richard essaya de se souvenir exactement de ce qu'elle avait dit. Quelque chose à propos d'avoir vu un homme sous la voiture. Elle avait été témoin du sabotage. Cela signifiait qu'elle pourrait identifier le coupable. Un frisson parcourut son échine. Si le saboteur découvrait qu'il y avait un témoin. Il reprit le téléphone et appela James. « James, je veux que vous trouviez cette fille aujourd'hui. Monsieur, elle a peut-être vu qui a saboté la voiture. Si le coupable l'apprend. Je comprends. Je vais accélérer l'enquête. » Richard raccrocha et se mit à arpenter de nouveau le bureau. Il y avait maintenant une nouvelle raison de retrouver la fillette. Elle pouvait être en danger. L'après-midi passa dans un brouillard d'anxiété. Chaque bruit dans le couloir lui faisait lever les yeux vers la porte. Madame Patterson demanda une fois de plus s'il allait bien, et cette fois, Richard ne répondit pas. À 17 heures, James appela. « Monsieur Sterling, j'ai découvert qui est la fillette. Elle s'appelle Mia. Sa mère travaille dans l'équipe de nettoyage de nuit depuis 3 mois. Deborah Davis. Où sont-elles maintenant? La mère est au travail. La fillette? Nous ne savons pas. Il semble qu'elle reste parfois dans le bâtiment pendant que sa mère travaille. » Richard regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. Dans quelques heures, il ferait de nouveau nuit. L'équipe de nettoyage commencerait. Mia serait dans le bâtiment. Pour la première fois de la journée, Richard ressentit quelque chose comme un soulagement. Il pourrait la trouver, lui parler, savoir exactement ce qu'elle avait vu, et aussi s'assurer qu'elle était en sécurité. Mais en regardant son reflet dans la vitre, Richard réalisa quelque chose de troublant. Il ne s'agissait pas seulement de l'enquête ou de la sécurité de la fillette. Il y avait quelque chose de plus. Il voulait la revoir. L'image de ses yeux bleus inquiets, de cette petite voix le suppliant de ne pas monter dans la voiture, était gravée dans son esprit. Mêlée au mystère de qui voulait le tuer, elle était devenue une obsession silencieuse. Richard Sterling, l'homme qui contrôlait des millions de dollars, ne pouvait s'empêcher de penser à une fillette de 5 ans dont il venait d'apprendre le nom. Mia. Le nom résonnait dans son esprit alors que les ombres du soir commençaient à envahir la ville. Deborah Davis regarda l'horloge sur le mur de la petite salle de pause. Il était 19h15 et elle devait commencer son service de nettoyage. Le problème, c'était Mia. La babysitter avait annulé à la dernière minute, prétendant être malade. Deborah n'avait personne d'autre à appeler. Sa mère vivait dans un autre état et elle ne connaissait pas assez bien ses voisins pour leur demander ce genre de service. Travailler était une nécessité, pas un choix. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer une journée. « Mia, viens ici », appela-t-elle sa fille, qui jouait avec une poupée de chiffon dans un coin de la pièce. La petite fille blonde courut vers elle, ses yeux bleu clair brillant de curiosité. « On rentre à la maison, maman ? » ?»« Non, ma chérie. Maman doit travailler ce soir. Tu vas rester dans le hall pendant que je nettoie les bureaux. D'accord ?» Mia hocha la tête sans se plaindre. Elle était habituée à ces situations. Deborah cumulait 3 emplois différents pour les faire vivre toutes les deux. Et parfois, il fallait improviser. Mais tu dois rester assise sur le grand canapé sans bouger. Tu peux dessiner, mais tu ne dois pas te promener dans les couloirs. Promis ? Promis, maman, dit Mia, levant la main droite comme pour prêter un serment solennel. Deborah sourit malgré son inquiétude. Sa fille parvenait toujours à lui arracher un sourire, même dans les moments les plus difficiles. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu dis que tu attends maman. D'accord ? Et si quelqu'un d'important arrive, tu restes très silencieuse. D'accord, maman. Elles montèrent par l'ascenseur de service jusqu'au rez-de-chaussée. Le hall de la Sterling Corporation était immense, avec des canapés en cuir importé, des plantes gigantesques et un décor moderne qui intimidait toujours Deborah. Le sol en marbre brillait sous l'éclairage indirect, et les œuvres d'art sur les murs coûtaient probablement plus cher que sa maison. « Assieds-toi ici, mon amour », dit-elle en désignant un canapé à l'écart dans un coin. « Maman sera de retour dans 2 heures, au maximum. »
Mia s'installa sur le canapé géant, qui la faisait paraître encore plus petite. Ses petites jambes n'atteignaient même pas le sol. Déborah lui tendit quelques feuilles de papier froissées et des crayons de couleur qu'elle gardait toujours dans son sac pour les urgences comme celle-ci. « Mais hier, j'ai parlé à cet homme dans le parking », dit Mia innocemment. Déborah fronça les sourcils. « Quel homme ?» Elle n'était au courant de rien. « Quel homme, ma chérie ?» « Un homme en costume. Il a failli monter dans une voiture dangereuse, mais je l'ai prévenu. » Déborah sentit un frisson. Sa fille avait parlé à un étranger sans qu'elle le sache. Mais avant qu'elle puisse demander plus de détails, le superviseur du nettoyage apparut dans le couloir, lui faisant signe avec impatience. « On en reparlera plus tard. »« D'accord ?» dit-elle en embrassant le front de sa fille. « Alors, reste sage ici. » Déborah se dirigea vers l'ascenseur de service, mais l'inquiétude martelait sa tête. Elle commencerait au 35e étage et descendrait, nettoyant tous les bureaux. Espérons que personne ne passerait par le hall à cette heure. Mia resta seule dans le hall silencieux. Les lumières étaient tamisées pour la nuit, créant de longues ombres parmi les meubles élégants. Elle n'avait pas peur. Elle avait l'habitude d'être seule et trouvait toujours des moyens de se divertir. Elle prit une feuille de papier froissée et commença à dessiner une maison avec un jardin. C'était toujours la même chose qu'elle dessinait. Une grande maison avec des fleurs colorées devant et deux silhouettes à la porte, elle et sa maman. Parfois, elle dessinait aussi un chien, bien qu'elle n'en ait jamais eu. Le son familier de l'ascenseur la fit lever les yeux. Un homme en costume sombre en sortit, marchant d'un pas ferme sur le marbre poli. Mia le reconnut immédiatement. C'était l'homme du parking, celui qui avait failli monter dans la voiture au frein coupé. Richard Sterling traversait le hall pour sortir quand il remarqua une petite silhouette sur le canapé du coin. Il s'arrêta brusquement. C'était elle, la petite fille blonde qu'il avait prévenue la veille. Il hésita un instant. Sa première réaction fut de continuer à marcher et de l'ignorer, comme il le faisait avec tous les employés de bas niveau. Mais quelque chose le fit changer de direction. Richard s'approcha lentement, ses chaussures résonnant sur le marbre. Mia leva les yeux de son dessin et le regarda avec curiosité, sans crainte. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en s'arrêtant à quelques mètres. « Mia » répondit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de parler au propriétaire de l'entreprise. Richard fut surpris par son naturel. La plupart des gens devenaient nerveux en sa présence. Des cadres expérimentés bégayaient en réunion. Les employés tremblaient quand il passait dans les couloirs. Mais cette petite fille le regardait droit dans les yeux, sans être intimidée. « Que fais-tu ici, Mia ?»« Je dessine. »« Ma maman travaille », répondit-elle en retournant colorier une fleur rose sur le papier. Elle lui montra le dessin. C'était un simple dessin de maison fait avec des crayons de couleur usée. Rien d'élaboré, mais il y avait quelque chose de touchant dans sa simplicité. « C'est beau », dit Richard, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Mia sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage et fit pétiller ses yeux bleus. « Tu veux voir les autres ?» Avant que Richard ne puisse répondre, elle étalait déjà d'autres dessins sur le canapé, tous des maisons similaires avec des jardins, des fleurs colorées, deux silhouettes se tenant la main à la porte. « Tu dessines toujours la même chose ? C'est la maison que je veux avoir un jour. Avec un grand jardin et une balançoire accrochée à un arbre, expliqua-t-elle en désignant un cercle qui devait représenter une balançoire. L'honnêteté de sa réponse le prit au dépourvu. Quand quelqu'un lui avait-il parlé si directement pour la dernière fois ? « C'est un beau rêve, dit-il. Ma maman dit que si on travaille très dur, on l'aura un jour. Elle travaille dans 3 endroits différents. » Richard sentit un étrange serrement dans la poitrine. 3 emplois. Il ne pouvait imaginer ce que c'était de devoir travailler si dur juste pour survivre. « As-tu faim ?» demanda-t-il sans réfléchir. Mia hocha un peu la tête. « Mais ça va. Je mangerai en rentrant à la maison. Viens avec moi. » Richard ne savait pas pourquoi il faisait cela. Ce n'était pas dans sa nature de se préoccuper d'enfants inconnus, mais quelque chose chez cette fillette l'intriguait profondément. Ils allèrent à la cafétéria de l'immeuble. Elle était fermée au public, mais Richard avait les clés de tout. Il alluma quelques lumières et ouvrit le réfrigérateur. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« N'importe quoi, » répondit Mia en s'asseyant à une table trop grande pour elle. « Ma maman dit qu'il ne faut pas être difficile avec la nourriture. » Richard prépara 2 sandwichs au jambon et au fromage et versa du lait pour elle et du café pour lui. Il s'assit à la table, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années.
Il mangeait toujours seul dans son bureau ou dans des restaurants chers. Tu travailles ici? Demanda Mia, mordant dans le sandwich avec appétit. Oui, je m'occupe un peu de l'entreprise, répondit-il, trouvant la simplification étrange. Ça doit être bien de travailler dans un si grand bâtiment. Il y a un ascenseur, la climatisation. Dans l'immeuble où nous habitons, l'ascenseur est toujours en panne. C'est bien, parfois, Karil. Ma maman nettoie les bureaux. Elle dit qu'ils sont très beaux et organisés. Elle laisse toujours tout étincelant. Richard hocha la tête, ne sachant que dire. Il n'avait jamais pensé à la perspective des personnes qui nettoyaient ses bureaux. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes faire à part dessiner? Jouer au parc. Il y en a un près de chez moi avec un toboggan. Mais on n'y va pas beaucoup parce que maman travaille beaucoup et je ne peux pas y aller toute seule. Pourquoi pas? Ma maman dit qu'il y a des gens méchants dans le monde et que les enfants ne peuvent pas se promener seuls. La simplicité de ses réponses était rafraîchissante. Mia ne demandait rien, ne se plaignait pas, répondait simplement avec une honnêteté qu'il ne trouvait pas dans le monde des affaires. Quel âge as-tu? 5 ans. J'aurai 6 ans le mois prochain. Et que veux-tu pour ton anniversaire? Mia réfléchit un instant. Un nouveau cahier de coloriage. Le mien est presque entièrement colorié, et certains crayons sont vraiment tout petits maintenant. Richard sentit un serrement dans la poitrine. Une enfant de 5 ans demandant juste un cahier de coloriage pour son anniversaire. Il dépensait plus pour un déjeuner que ce que coûterait 1000 de ces cahiers. Tu ne vas pas à l'école? Pas encore. Mais ma maman essaie de m'inscrire dans une bonne. Elle dit qu'elle doit d'abord économiser de l'argent. Pourquoi? L'uniforme, les fournitures scolaires, le déjeuner, compta Mia sur ses petits doigts. Ma maman fait une liste de tout et économise de l'argent dans une petite boîte en fer. Richard se tut. Il ne savait pas qu'il fallait de l'argent pour des choses aussi basiques. La conversation se poursuivit quelques minutes de plus. Mia parla de ses dessins, de la poupée de chiffon que sa mère lui avait offerte, du chat orange qui apparaissait parfois à la fenêtre de leur appartement. Le chat doit avoir un propriétaire, mais il s'assoit sur le rebord de la fenêtre et regarde à l'intérieur. Je l'ai appelé Marmelade. Tu ne peux pas avoir de chat? Le gérant de l'immeuble n'autorise pas les animaux. Et ma maman dit que les animaux ont besoin d'un vétérinaire et que ça coûte de l'argent. Richard se surprit à sourire sincèrement. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait ni à l'argent, ni au contrat, ni aux problèmes de l'entreprise. Je dois y aller, dit Mia en finissant son lait. Ma maman devrait bientôt revenir. Bien sûr. Ils retournèrent dans le hall. Mia s'assit sur le canapé et reprit ses crayons de couleur. Merci pour le goûter, dit-elle avec une politesse qu'elle avait clairement apprise de sa mère. De rien, Mia. Richard resta là un instant, la regardant dessiner. Il y avait quelque chose de profondément paisible dans cette scène. Le bruit de l'ascenseur interrompit le moment. Une femme blonde en sortit, portant du matériel de nettoyage. Elle était jeune, peut-être dans la trentaine, avec des traits fatigués mais beaux. Elle avait les mêmes yeux bleus que Mia. Elle vit Richard près de sa fille et devint pâle. Mia, dit-elle en s'approchant rapidement, qu'est-ce que tu fais? J'étais juste assise, maman. J'ai juste parlé un peu. Il est très gentil. La femme regarda Richard avec un mélange de peur et de reconnaissance. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qui il était. Monsieur Sterling, je suis tellement désolé pour l'intrusion de ma fille. Je sais qu'elle ne devrait pas vous déranger. Richard fut surpris par le désespoir dans sa voix. Ce n'était pas un dérangement du tout, dit-il. Comment vous appelez-vous? Deborah Davis, monsieur. Je fais partie de l'équipe de nettoyage de nuit depuis 3 mois. Deborah, votre fille ne m'a pas dérangé. En fait, elle... Richard hésita. Comment expliquer que cet enfant lui avait sauvé la vie? Elle est très polie. Même ainsi, je m'excuse profondément. Je n'avais personne avec qui la laisser ce soir, mais je promets que ça ne se reproduira plus. Richard regarda Deborah. Elle était clairement embarrassée, tordant un chiffon entre ses mains nerveuses. Mia, en revanche, ne semblait pas comprendre pourquoi sa mère était si nerveuse. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, dit Richard. En fait, je voulais remercier Mia pour quelque chose qu'elle a fait hier. La remercier? Deborah fronça les sourcils, confuse. Elle m'a aidé dans une situation très grave. J'aimerais la récompenser. Richard sortit son portefeuille de sa poche et en tira plusieurs gros billets.
Prenez ceci pour que Mia achète tout ce dont elle a besoin. Déborah regarda l'argent, puis lui. Richard pouvait voir le besoin dans ses yeux, l'hésitation de quelqu'un qui avait vraiment besoin de cette aide. Un instant, il pensa qu'elle accepterait, mais elle secoua fermement la tête. « Merci, monsieur Sterling, mais je ne peux pas accepter cela. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, sincèrement confus. « Parce que ma fille a simplement fait ce qui était juste. Nous n'attendons pas de paiement pour avoir fait ce qui est juste. » Richard était complètement stupéfait. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un refusait son argent. Dans son monde, tout avait un prix. Tout le monde avait une valeur à laquelle il se vendait. « Mais vous avez besoin ? » « Nous avons besoin de choses, oui, l'interrompit Déborah avec dignité. « Mais pas comme ça. Je travaille pour tout ce que ma fille et moi avons. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est à nous. » « Mia, » appela Déborah sa fille. « Prends tes dessins. On rentre à la maison. » La fillette obéit, rassemblant soigneusement les papiers. « Au revoir, » dit-elle à Richard en agitant sa petite main. « Merci pour le sandwich. Au revoir, Mia. C'était un plaisir de parler avec toi. » Richard resta dans le hall vide, regardant la mère et la fille s'éloigner. Déborah marchait avec dignité, même en portant son matériel de nettoyage. Mia tenait la main de sa mère, parlant avec enthousiasme du goûter. Il rangea l'argent refusé, encore en train de digérer ce qui s'était passé. Une femme de ménage avait refusé une somme qui représentait probablement 2 mois de son salaire. Une enfant de 5 ans l'avait traité comme un égal, sans crainte. Et lui, l'homme qui contrôlait un empire financier, avait passé les moments les plus authentiques de ces dernières années à parler de dessins et de cahiers de coloriage. Richard resta là quelques minutes de plus, regardant l'endroit où Mia s'était assise. Il y avait une petite marque de crayon de couleur sur le coûteux canapé en cuir. Au lieu de se fâcher, il sourit. Pour la première fois depuis des décennies, une fissure s'était ouverte dans le cœur endurci du milliardaire, et elle avait été faite par une fillette de 5 ans qui dessinait des maisons avec des jardins et croyait que faire ce qui est juste ne méritait pas de récompense. Quand Richard quitta enfin le bâtiment, il ne pensait ni au contrat ni aux investissements. Il pensait à Mia, à ses dessins simples, et à la façon dont un goûter dans une cafétéria vide avait été plus significatif que n'importe quel dîner d'affaires qu'il ait jamais eu. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il y avait plus dans la vie que l'argent et le pouvoir. Le lundi suivant, Richard Sterling arriva au bureau l'esprit toujours agité. Le week-end était passé lentement, rempli de réunions de travail et de dîners sociaux vides de sens. Mais au milieu de tout cela, son esprit revenait constamment à la conversation avec Mia dans la cafétéria. Il était 19h quand il descendit dans le hall. Il savait que Déborah travaillait de nuit, et une partie de lui espérait y retrouver la fillette. Il ne l'admettrait même pas à lui-même, mais il avait délibérément modifié sa routine, quittant le bureau plus tard. Et elle était là. Mia était assise sur le même canapé du coin, concentrée sur ses dessins. Cette fois, elle utilisait des papiers qui avaient clairement été pris à la poubelle, des feuilles de rapport avec un côté vierge, des enveloppes usagées, tout ce qui pouvait servir de toile pour son article. Richard s'approcha en silence. La fillette était si absorbée par son dessin qu'elle ne remarqua pas sa présence. Elle tenait un tout petit crayon de couleur jaune, presque un moignon, coloriant soigneusement ce qui ressemblait à un soleil. « Salut, Mia » dit-il doucement. Elle leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Salut, tu es revenu. »« Oui, je travaille ici, tu te souviens. » Richard sourit en s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui ?»« Un jardin » répondit-elle en lui montrant le papier froissé. « Mais je n'ai que 3 couleurs. Le jaune est fini. » Richard regarda la petite collection de crayons de couleur à côté d'elle. Il n'y en avait vraiment que 3, un bleu usé, un rouge sans pointe et le moignon jaune qu'elle tenait. « Dis-moi, où as-tu trouvé ces papiers ? » « Je les ai trouvés dans cette poubelle, » dit-elle en désignant une corbeille à proximité. « Ma maman m'a appris à ne pas gaspiller. Si un côté est propre, on peut dessiner dessus. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Richard. Une enfant de 5 ans cherchant du papier dans une poubelle pour pouvoir dessiner. « Mia, tu aimes vraiment beaucoup dessiner, n'est-ce pas ? » « Énormément », ses yeux pétillaient. « C'est ma chose préférée au monde entier. Quand je dessine, je peux faire tout ce que je veux. De grandes maisons, des jardins, des chiens. Et si tu avais du papier neuf et plus de crayons de couleur ? Ce serait le meilleur, soupira-t-elle. Mais c'est cher. Ma maman a déjà beaucoup de factures à payer.
Richard resta silencieux un moment, regardant Mia retourner à son dessin. Sa concentration était impressionnante. Même avec du matériel médiocre, elle créait avec une passion qu'il ne voyait chez aucun de ses cadres. « Je dois y aller maintenant » dit-il en se levant. « Mais c'était bien de te voir, Mia. Tu reviendras demain ?» « Peut-être. » Elle lui fit un signe de la main joyeux alors qu'il s'éloignait. Richard quitta le bâtiment, mais il ne pouvait se défaire de l'image de la fillette dessinant sur du papier poubelle. Le lendemain matin, avant de se rendre au bureau, Richard fit un arrêt qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, une papeterie. Il parcourut les allées remplies de fournitures scolaires, se sentant étrangement déplacé. Il acheta 3 blocs à dessin avec du papier de qualité, une grande boîte de crayons de couleur avec 48 couleurs différentes, des feutres, et même une petite trousse pour tout ranger. Il demanda à ce que ce soit emballé dans un joli sac. Tout au long de la journée, le sac resta caché derrière son bureau. Richard essaya de se concentrer sur le travail, mais ses yeux revenaient sans cesse sur le paquet. Il était nerveux. Pourquoi était-il nerveux? C'était juste un cadeau pour une enfant. À 19h15, il descendit de nouveau dans le hall. Mia était là, comme il s'y attendait, dessinant cette fois sur une feuille de papier brun qui semblait provenir d'un colis de livraison. « Salut, Richard » dit-elle en utilisant son prénom comme s'ils étaient de vieux amis. « Salut, Mia. J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit le sac. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. « Pour moi? Vraiment? Ouvre-le et vois. » Avec des doigts tremblants d'excitation, Mia ouvrit le sac. Quand elle vit les blocs à dessin et la boîte de crayons de couleur, elle resta sans voix. Elle prit la boîte délicatement, comme si elle était en cristal. « 48 couleurs, murmura-t-elle en lisant l'emballage. Je ne savais même pas qu'il existait autant de couleurs. Le sourire qui se propagea sur son visage était si radieux que Richard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était de la joie pure, sans calcul ni arrière-pensée. Quand avait-il vu quelqu'un d'aussi sincèrement heureux pour la dernière fois? « Merci. Merci. » Mia sauta du canapé, sans réfléchir, lui serra les jambes. Richard resta immobile une seconde. Il n'était pas habitué au contact physique, surtout de la part d'enfants, mais après un moment, il posa doucement sa main sur sa tête blonde. « De rien, Mia. » Elle se dégagea et commença immédiatement à ouvrir l'un des blocs et la boîte de crayons. « Je peux te dessiner quelque chose? » « Bien sûr. » Richard s'assit et regarda Mia travailler. Cette fois, avec du papier propre et des couleurs vives, elle créa quelque chose de complètement différent. Elle choisit un vert éclatant pour l'herbe, un bleu parfait pour le ciel et utilisa au moins 10 couleurs différentes pour faire un jardin de fleurs. « C'est pour toi » dit-elle en arrachant soigneusement la feuille et en la lui tendant. Richard prit le dessin. C'était la même maison que toujours, mais cette fois, il y avait plus de détails. Des fleurs colorées, un arbre feuillu, même quelques nuages dans le ciel. Et à la porte de la maison, 2 silhouettes, une petite et une grande. « C'est nous » expliqua Mia en désignant les silhouettes. « Toi et moi dans ma maison de rêve. » Richard regarda le dessin et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. C'était plus fort que n'importe quelle émotion qu'il avait ressentie en signant des contrats de plusieurs millions de dollars. Était-ce de la gratitude? De l'affection? Il ne pouvait pas le nommer. « C'est magnifique, Mia. Merci. Tu l'aimes vraiment? » « Je l'aime plus que tout ce que j'ai jamais reçu. » Au cours des semaines suivantes, cela devint une routine. Richard passait toujours par le hall vers 19h, et Mia était toujours là. Deborah n'eut plus jamais de problème de babysitter. Il semblait que la situation s'était stabilisée ainsi. Mia commença à l'attendre. Lorsque l'ascenseur s'ouvrait et que Richard en sortait, elle était déjà debout, un nouveau dessin à la main pour le lui montrer. Leurs conversations devinrent plus longues, à la surprise de Richard, plus profondes. « Pourquoi portes-tu un costume tous les jours » demanda-t-elle un jeudi. « Parce que je travaille dans un bureau. C'est ce que portent les hommes d'affaires. Mais ça n'a pas l'air confortable. Ma maman porte des vêtements confortables pour travailler. C'est différent. » « Pourquoi » Richard marqua une pause. Comment expliquer la hiérarchie sociale à une enfant de 5 ans? C'est compliqué. Les adultes disent toujours que les choses sont compliquées, observa Mia en coloriant un papillon violet. Mais pour moi, ça semble simple. Si c'est inconfortable, pourquoi le porter? Une autre fois, elle demanda, as-tu une famille? Non. Aucune. Pas de maman? Pas de papa? Plus maintenant.
ça doit être solitaire. La simplicité de l'observation le frappa comme un coup de poing. C'était solitaire. Il avait passé tellement de temps à construire des murs autour de lui qu'il avait oublié ce que c'était d'avoir des liens authentiques. Mais c'est un mardi que Mia posa la question qui le déstabilisa le plus. Il parlait de ses dessins quand elle s'arrêta soudainement et le regarda avec ses yeux bleus perçants. « Pourquoi ne souris-tu jamais vraiment ?» Richard cligna des yeux, pris au dépourvu. « Que veux-tu dire ? Tu souris, mais ce n'est pas un vrai sourire. C'est comme… » Elle marqua une pause, cherchant ses mots, comme si c'était seulement avec ta bouche, pas avec tes yeux. Richard resta sans voix. Une enfant de 5 ans avait identifié quelque chose que probablement aucun adulte de sa vie n'avait jamais remarqué. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Quand je fais un joli dessin, je souris comme ça, démontra-t-elle, tout son visage s'illuminant. Quand tu souris, seule ta bouche bouge. Pourquoi ? Richard la regarda, essayant de formuler une réponse. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait oublié comment sourire sincèrement ? Qu'il avait passé tant d'années à utiliser les sourires comme des outils de négociation qu'il avait perdu la capacité de ressentir une joie réelle. Je ne sais pas, admit-il finalement. Tu n'as pas de raison de sourire vraiment ? La question était innocente, mais elle le toucha profondément. Richard pensa à sa vie, à l'argent, au pouvoir, au succès, et il réalisa que rien de tout cela ne le rendait sincèrement heureux. Peut-être que j'ai oublié comment faire, dit-il plus pour lui-même que pour elle. Tu veux que je t'apprenne ? Comment m'apprendrais-tu à sourire ? C'est facile. Tu penses à quelque chose qui te rend vraiment heureux, comme la crème glacée ou les chiots, ou quand ta maman te fait un gros câlin. Richard essaya de penser à quelque chose qui le rendait sincèrement heureux. C'était étrange comme c'était difficile. Mais ensuite, il regarda Mia avec ses cheveux dorés et ses yeux brillants, tenant un crayon de couleur et attendant patiemment. Et pour la première fois depuis longtemps, Richard Sterling sourit. Un vrai sourire. Un sourire qui partit de ses yeux et se propagea sur tout son visage. Comme ça, applaudit Mia. C'était un vrai sourire. Comment le savais-tu ? Parce que tes yeux ont pétillé. Comme les miens quand je reçois un cadeau. Richard garda le dessin qu'elle lui avait fait ce jour-là. À la maison, il le mit sur le réfrigérateur, chose qu'il n'avait jamais faite avec aucun document important. En regardant le dessin avant de se coucher, Richard réalisa que cette fillette l'affectait d'une manière qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Le dessin sur le frigo, 2 simples silhouettes dans une maison colorée, l'émouvait plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars qu'il avait jamais signé. Richard Sterling était en train de changer, et une fillette de 5 ans en était responsable. Richard Sterling arriva au bureau ce jeudi avec une détermination différente. Les derniers jours passés à parler avec Mia lui avaient étrangement éclairci l'esprit. L'innocence de la fillette le rendait plus concentré, plus présent, et maintenant il devait utiliser cette clarté mentale pour découvrir qui avait tenté de le tuer. L'enquête policière avançait lentement. L'inspecteur Morrison appelait tous les 2 jours avec des mises à jour qui disaient essentiellement la même chose. Ils analysaient toujours les preuves, vérifiaient les empreintes, examinaient les images de sécurité. Mais Richard savait que la réponse ne viendrait pas de l'extérieur. Elle viendrait de l'intérieur de sa propre entreprise. Il verrouilla la porte de son bureau et ordonna à Madame Patterson de n'accepter aucun appel ni visiteur. Il avait besoin d'un silence absolu pour se concentrer. Il commença par étaler tous les rapports financiers des 6 derniers mois sur l'immense bureau en acajou. Bilan, compte de résultats, rapport d'audit, feuille de calcul des dépenses. C'était une montagne de papier représentant des millions de dollars de transactions. Richard avait bâti son empire en étant méticuleux avec les chiffres. Chaque centime qui entrait ou sortait de l'entreprise passait par son approbation directe ou indirecte. Il connaissait les schémas, les fluctuations normales, les dépenses habituelles. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il le trouverait. Il commença par les rapports de dépenses administratives. Tout semblait normal. Loyer, électricité, téléphone, assurance. Les montants correspondaient au mois précédent, et les variations étaient dans les attentes. Il passa ensuite au coût du personnel, salaire, avantages sociaux, paie, impôts. Encore une fois, rien d'anormal. Les employés étaient payés à temps. Les impôts étaient à jour. Rien de suspect. Richard prit les rapports des fournisseurs. Ici, les choses se compliquaient. Des centaines d'entreprises fournissaient des services à la Sterling Corporation, des grands fournisseurs de technologie aux petites entreprises de maintenance. Chaque transaction était autorisée par différents départements.
Il commença à vérifier les montants mois par mois. Janvier, février, mars. Tout était dans la norme. Avril montrait une légère augmentation des coûts de maintenance du bâtiment, mais c'était courant pour la saison. Mais Richard s'arrêta. Il y avait quelque chose d'étrange dans les chiffres principaux. Les dépenses pour les services spécialisés avaient doublé par rapport au mois précédent. Il prit la feuille de calcul détaillée et commença à analyser ligne par ligne. La plupart étaient des dépenses connues: conseil juridique, audit externe, services informatiques. Mais il y avait 3 transactions qu'il ne pouvait pas identifier immédiatement. Toutes approuvées par le département financier, toutes avec des montants importants: 15 000, 20 000 et 30 000 $. Les descriptions étaient vagues: conseil spécialisé, service technique, conseil stratégique. Richard prit le téléphone interne et appela le directeur financier. « Marcus, je veux que tu viennes dans mon bureau maintenant. » « Bien sûr, Richard. Y a-t-il un problème ? » « Viens, c'est tout. » Marcus Davison arriva en 5 minutes. C'était un homme de 45 ans, mince, les cheveux bruns commençant à grisonner, toujours dans un costume impeccable. Il travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans et était considéré comme l'un des cadres les plus fiables de Richard. « Que puis-je faire pour toi ? » demanda Marcus en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau. Richard tourna la feuille de calcul vers lui. « Explique-moi ces 3 transactions de mai. » Marcus ajusta ses lunettes et analysa les chiffres. « Ah oui, conseil spécialisé. Nous avons engagé quelques entreprises pour faire des analyses de marché et du conseil en investissement. » « Quelles entreprises ? » « Laisse-moi vérifier. » Marcus sortit son téléphone et commença à faire défiler ses emails. « Voilà. Tech Consult Solutions, Strategic Advisory Partners et Market Intelligence Group. » Richard nota les noms. Quel genre de services ces entreprises ont-elles fourni exactement ? Des analyses de faisabilité pour certains projets que nous envisageons, des études de marché pour l'expansion internationale. Tu sais, le train-train habituel. Et tu as les rapports qu'elles ont produits ? Marcus hésita une fraction de seconde. C'était presque imperceptible, mais Richard le remarqua. Bien sûr, ils sont classés au département financier. Je peux t'en apporter des copies si tu veux. Je les veux. D'ici la fin de la journée. Pas de problème. Après le départ de Marcus, Richard prit le téléphone et appela directement le service des achats. Sarah, c'est Richard Sterling. J'ai besoin que vous vérifiez 3 entreprises pour moi. Tech Consult Solutions, Strategic Advisory Partners et Market Intelligence Group. Je veux tout savoir sur elles. Adresse, enregistrement, historique des transactions avec nous. Bien sûr, Monsieur Sterling. De combien de temps je dispose ? Jusqu'à 17 h cet après-midi. Richard retourna au rapport. Il cherchait maintenant spécifiquement d'autres schémas étranges. Des dépenses qui n'avaient pas de sens, des montants qui semblaient gonflés, des transactions avec des entreprises inconnues. En juin, il trouva 2 autres transactions suspectes. En juillet, 3 autres. Toujours de gros montants, toujours avec des descriptions vagues, toujours approuvées par le département financier. À 16 h 30, Sarah du service des achats appela. « Monsieur Sterling, j'ai des informations sur ces entreprises. » « Allez-y, c'est étrange, monsieur. » Tech Consult Solutions est enregistrée dans un petit bureau commercial en centre-ville. Elle n'a pas de site web, pas d'employés enregistrés à part le propriétaire. Strategic Advisory Partners n'existe même plus. Son enregistrement a été annulé le mois dernier. Et Market Intelligence Group, eh bien, l'adresse qu'ils ont fournie est un parking. Richard sentit son sang se glacer. « Êtes-vous sûr, Sarah ? » « Absolument, monsieur. Je suis allé vérifier les adresses moi-même. Ces entreprises sont pratiquement des fantômes. » « Merci, Sarah. Ne mentionnez cela à personne pour l'instant. » Richard raccrocha et fixa les rapports éparpillés sur son bureau. Des sociétés écrans recevant des dizaines de milliers de dollars. De l'argent quittant la Sterling Corporation et disparaissant sans laisser de traces. Quelqu'un détournait des fonds de l'entreprise. Quelqu'un ayant accès au département financier, quelqu'un qui pouvait créer de fausses transactions et les approuver sans éveiller les soupçons. À 17 h, Marcus revint avec un dossier. « Voici les rapports que tu as demandés. » Richard ouvrit le dossier. Il y avait 3 documents, chacun d'une dizaine de pages. À première vue, ils ressemblaient à des rapports professionnels, graphiques, analyses, recommandations. Mais en lisant de plus près, il réalisa qu'ils étaient bien trop génériques,
des informations que n'importe qui pouvait trouver sur Internet. Des analyses superficielles, des recommandations vagues. Marcus, qui a pris le contact initial avec ces entreprises. C'est moi. Nous avons reçu des propositions par email, et j'ai pensé qu'il valait la peine de les engager. As-tu ces emails originaux? Bien sûr, ils doivent être sur mon ordinateur. Tu veux que je les imprime? Oui. Et Marcus, ces rapports ne semblent pas valoir l'argent que nous avons payé pour eux. Marcus haussa les épaules. Parfois, c'est comme ça avec le conseil. Le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend. Quand Marcus repartit, Richard continua d'analyser les chiffres. Chaque feuille de calcul qu'il examinait révélait d'autres transactions suspectes, suivant toujours le même schéma, des entreprises petites ou inexistantes, de gros montants, des approbations rapides du département financier. En 3 mois, plus de 200 000 $ avaient quitté l'entreprise pour ses cabinets de conseil. C'était un montant important, mais pas assez pour compromettre le budget global. Exactement le genre de détournement qui pouvait passer inaperçu pendant longtemps. Richard prit une calculatrice et commença à additionner tous les montants suspects. Le total le surprit. Près d'un demi-million de dollars en 6 mois. Un demi-million de dollars disparaissant petit à petit dans des transactions assez petites pour ne pas attirer l'attention, mais assez grandes pour enrichir quelqu'un rapidement. Il se pencha en arrière dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange. Dans quelques heures, il descendrait retrouver Mia dans le hall. La fillette qui lui avait sauvé la vie, qui le faisait sourire sincèrement, qui le changeait sans même le savoir. Et maintenant, il avait découvert que quelqu'un au sein de sa propre entreprise non seulement le volait, mais avait aussi tenté de le tuer. Richard prit le téléphone et appela l'inspecteur Morrison. « Inspecteur, c'est Richard Sterling. Je dois organiser une réunion urgente. J'ai trouvé des preuves que la tentative d'attentat contre ma vie est liée à un système de détournement de fonds au sein de l'entreprise. » Quel genre de preuves? Des transactions financières suspectes, des sociétés écrans. Quelqu'un vole l'entreprise depuis des mois, et je soupçonne qu'ils ont essayé de me tuer quand ils ont réalisé que je pourrais trouver les indices. Pouvons-nous nous rencontrer demain matin? 8 heures précises. Et inspecteur, la personne responsable a un accès direct au département financier. L'enquête doit être discrète. Richard raccrocha et regarda de nouveau les rapports éparpillés sur son bureau. Le schéma était clair maintenant. Le détournement était réel, systématique, et venait de l'intérieur de l'entreprise. Quelqu'un de très proche de lui n'était pas seulement un voleur, mais aussi un meurtrier potentiel. Et Richard Sterling était déterminé à découvrir de qui il s'agissait. Richard Sterling descendit dans le hall ce vendredi l'esprit lourd. Il avait passé toute la nuit à analyser les rapports financiers, à relier les points entre les sociétés écrans et l'argent détourné. La réunion avec l'inspecteur Morrison était prévue pour le lendemain, mais il avait encore besoin de preuves plus concrètes. Il était 19h15 quand il atteignit le rez-de-chaussée. Comme toujours, Mia était sur le canapé du coin, dessinant cette fois avec les nouveaux crayons de couleur qu'il lui avait donnés. Quand elle le vit, son visage s'illumina de ce sourire sincère qui parvenait toujours à alléger le poids des problèmes de Richard. « Salut, Richard », fit-elle d'un signe enthousiaste. « Regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui. » Elle lui tendit un dessin coloré d'une maison avec un immense jardin. Cette fois, il y avait plus de détails. Des fleurs de différentes couleurs, un arbre feuillu avec une balançoire, même un petit étang avec des canards. « C'est magnifique, Mia, » dit Richard en s'asseyant à côté d'elle. « Tes dessins s'améliorent de jour en jour. »« C'est parce que maintenant j'ai assez de couleurs pour faire tout ce que j'imagine, » répondit-elle en prenant un crayon vert pour colorier plus d'herbe. « Avant, je devais choisir entre faire le ciel en bleu ou les fleurs en bleu. Maintenant, je peux faire les deux. » Richard sourit. Mais son sourire n'était pas aussi sincère que d'habitude. Mia le remarqua immédiatement. « Tu es triste aujourd'hui » observa-t-elle en arrêtant son dessin pour le regarder. « Tes yeux ont l'air différents. Je suis un peu inquiet pour certaines choses au travail, » admit-il. « Quel genre de choses ?» Richard hésita. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que quelqu'un essayait de le tuer et volait son entreprise? Quelqu'un a fait quelque chose de mal à l'entreprise, et j'essaie de découvrir qui c'était. Comme l'homme qui a touché à ta voiture? Richard la regarda de plus près. Tu te souviens encore de ce jour? Bien sûr. C'est quand tu as failli monter dans la voiture dangereuse. J'avais si peur. Mia, peux-tu me dire exactement ce que tu as vu ce jour-là? Chaque détail dont tu te souviens.
Mia posa son crayon de couleur et fronça les sourcils, se concentrant. Eh bien, je descendais les escaliers avec ma maman, mais elle avait oublié quelque chose en haut, alors elle m'a dit d'attendre et elle est allée le chercher. Je suis resté près de la porte de l'escalier, et c'est là que j'ai vu l'homme. Oui. Il était accroupi à côté de ta voiture. La voiture noire brillante. Pouvais-tu voir son visage? Mia secoua la tête. Pas très bien. Il me tournait le dos et j'étais loin. Mais j'ai vu qu'il portait un costume gris. Richard hocha la tête. Cela correspondait à ce qu'elle lui avait dit auparavant. Autre chose? N'importe quel détail? Peu importe à quel point il est petit. Mia réfléchit un instant, se mordant la lèvre inférieure, comme elle le faisait quand elle se concentrait fort. Il avait une petite mallette et... Elle marqua une pause, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Et quoi, Mia? Le jour où j'ai crié, j'ai vu un homme près de ta voiture. Il portait une grosse montre avec un bracelet en cuir. Richard sentit son sang se glacer. Une montre? Tu es sûr? Sûr. Elle était vraiment grosse et elle brillait quand il bougeait son bras. Le bracelet était marron, comme du cuir. Comment as-tu pu voir la montre s'il te tournait le dos? Parce qu'il a levé le bras pour prendre quelque chose dans la mallette. C'est là que je l'ai vu. La montre était très voyante. Richard essaya de garder sa voix calme, mais son cœur battait la chamade. Pourrais-tu décrire la montre un peu mieux? La forme? La couleur? Elle était ronde et dorée, et vraiment grosse, plus grosse que les montres normales. Le bracelet était marron foncé et il avait comment ça s'appelle? Des petits trous dans le bracelet. Richard ferma les yeux un instant. Il ne connaissait qu'une seule personne qui portait une montre correspondant exactement à cette description. Une Rolex Daytona en or avec un bracelet en cuir marron perforé. C'était un modèle cher et distinctif que très peu de gens possédaient. Et il savait exactement qui portait cette montre tous les jours. Mia, es-tu absolument sûre de ce que tu as vu? Oui, je le suis. Pourquoi, c'est important? Richard regarda la fillette avec ses yeux bleus innocents et son inquiétude sincère. Elle n'avait aucune idée de la bombe qu'elle venait de lâcher dans sa vie. Oui, Mia, c'est très important. Merci de me l'avoir dit. De rien. J'espère que ça t'aidera à trouver qui a fait la mauvaise chose. Richard passa quelques minutes de plus à parler avec Mia de ses dessins, mais son esprit était ailleurs. La montre? Il connaissait cette montre depuis plus de 15 ans. Il avait même plaisanté quelquefois sur son côté voyant et cher. C'était la montre de Marcus Davison, son directeur financier, son ami de longue date, l'homme en qui il avait le plus confiance dans l'entreprise. Quand il dit au revoir à Mia et rentra chez lui, Richard ne pouvait penser à rien d'autre. Marcus, l'homme qu'il avait personnellement engagé il y a 15 ans, le cadre qui connaissait tous les secrets financiers de l'entreprise, l'ami qui dînait chez lui le week-end. À la maison, Richard se rendit directement à son bureau privé et alluma son ordinateur. Il commença à examiner tous les emails échangés avec Marcus au cours des derniers mois, à la recherche de tout indice qu'il aurait pu manquer. Il trouva plusieurs messages sur les cabinets de conseil spécialisés. Marcus présentait toujours les propositions comme des opportunités immanquables, des investissements nécessaires à la croissance de l'entreprise. Et Richard, faisant aveuglément confiance à son ami, approuvait sans poser de questions. Il prit le téléphone et appela un détective privé qu'il avait utilisé à d'autres occasions. Peterson, c'est Richard Sterling. J'ai besoin d'une enquête urgente et discrète sur Marcus Davison. Je veux tout savoir. Où il dépense de l'argent, quelle propriété il possède, ses mouvements bancaires, tout. De combien de temps je dispose? Jusqu'à lundi matin. Richard passa le week-end à essayer de s'occuper, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la trahison. Marcus n'était pas seulement un employé. C'était son ami. Ils avaient bâti l'entreprise ensemble, traversé des crises ensemble, célébré des succès ensemble. Comment quelqu'un en qui il avait tant confiance pouvait-il faire une chose pareille? Le dimanche, Peterson appela. Monsieur Sterling. J'ai des informations sur Marcus Davison. Allez-y, il a acheté une maison d'1 demi-million de dollars le mois dernier, payée en espèces. Il a également acquis une voiture de luxe et a effectué des dépôts réguliers sur un compte offshore aux îles Caïmans. Richard sentit son estomac se retourner. Combien d'argent y a-t-il sur ce compte? D'après ce que j'ai pu retracer, environ 400 000 dollars. Et monsieur, il y a plus. Continuez. Il a un billet d'avion acheté pour les îles Caïmans la semaine prochaine. Un aller simple.
Richard raccrocha le téléphone et fixa la fenêtre. 400 000 $, presque exactement le montant qui avait été détourné de l'entreprise par le biais des sociétés écrans. Marcus prévoyait de fuir, emportant l'argent volé et laissant Richard derrière lui. Mais avant cela, il avait tenté de le tuer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait réalisé que Richard commençait à poser des questions. Peut-être parce qu'il voulait toute l'entreprise pour lui. Ou peut-être parce que 15 ans d'amitié ne signifiaient rien comparé à la cupidité. Le lundi matin, Richard arriva au bureau avec les preuves organisées. Rapport financier, preuves des sociétés écrans, rapport de l'enquêteur sur les actifs de Marcus, et maintenant la description de la montre de Mia. À 9 h, Marcus entra dans le bureau comme il le faisait tous les matins. Il salua Richard avec un sourire amical, parla du week-end, commenta quelques rapports à examiner. Richard jeta un coup d'œil à la montre au poignet de son ami. Une Rolex Daytona en or, bracelet en cuir marron perforé, exactement comme Mia l'avait décrite. « Marcus, je dois te parler de quelque chose d'important, » dit Richard. « Bien sûr. De quoi s'agit-il » Richard regarda dans les yeux de l'homme qu'il avait considéré comme un frère. Il n'y avait aucune culpabilité, aucune nervosité. Marcus jouait parfaitement le rôle de l'ami loyal. À propos des cabinets de conseil que tu as engagés ces derniers mois. Un éclair presque imperceptible traversa les yeux de Marcus. Cela ne dura qu'une fraction de seconde, mais Richard le vit. Qu'y a-t-il à leur sujet? J'ai découvert que ce sont des sociétés écrans. L'argent que nous leur avons versé a simplement disparu. Marcus fronça les sourcils, feignant la surprise. Que veux-tu dire? Des sociétés écrans, de fausses adresses, des enregistrements annulés, des propriétaires inexistants. Quelqu'un a créé ces sociétés pour détourner de l'argent de notre entreprise. C'est terrible. Penses-tu que nous avons été victimes d'escrocs? La performance était convaincante. Si Richard ne connaissait pas la vérité, il aurait certainement cru à l'indignation de son ami. Plus de 400 000 $, Marcus, en 6 mois. Mon Dieu, nous devons appeler la police immédiatement. Je l'ai déjà fait. En fait, ils viennent ici cet après-midi pour enquêter. Cette fois, Marcus ne put cacher complètement sa réaction. Ses yeux se plissèrent un instant avant de retrouver son expression inquiète. Excellent. Je vais rassembler tous les documents relatifs à ces entreprises pour aider l'enquête. Pas besoin. J'ai déjà tout ce dont ils auront besoin. Richard ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier. Rapport financier, reçu de paiement, communication par email, et aussi un rapport d'un détective privé sur des mouvements bancaires suspects. Le visage de Marcus devint légèrement pâle. Un détective privé? Oui. Il a retracé l'argent jusqu'à un compte offshore aux îles Caïmans. Intéressant, n'est-ce pas? Le même montant qui a disparu de notre entreprise est déposé sur un compte qui appartient à... Eh bien, tu peux imaginer. Marcus resta silencieux un long moment. Richard pouvait voir l'esprit de son ami travailler, calculer les options, chercher une issue. Richard, dit finalement Marcus, sa voix perdant sa fausse inquiétude. Tu ne comprends pas la situation. Alors explique-la-moi. Cette entreprise, nous l'avons bâtie ensemble. Mais qui reçoit toujours le crédit? Qui est toujours appelé le génie des affaires? Toi. Toujours toi. Richard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Après 15 ans d'amitié et de partenariat, Marcus révélait un ressentiment que Richard n'avait jamais remarqué. « Je travaille aussi dur que toi », continua Marcus, le masque tombant enfin. « Je prends des décisions aussi importantes que les tiennes. Mais tout le monde ne connaît que Richard Sterling. Personne ne parle de Marcus Davison. Marcus, l'entreprise porte mon nom parce que je l'ai fondée. Tu es arrivé plus tard. Je suis arrivé plus tard, mais j'ai fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. La moitié des décisions qui t'ont rendu riche étaient les miennes, mais tu reçois tout le crédit. Et cela justifie le vol? Justifie de tenter de me tuer? Marcus rit amèrement. Tenter de te tuer? De quoi parles-tu? Richard prit un autre document du dossier. Sabotage des freins de ma voiture. Et un témoin a vu un homme avec une montre distinctive près de ma voiture le jour du sabotage. Richard désigna le poignet de Marcus. Une montre exactement comme la tienne. Marcus regarda son propre poignet, puis de nouveau Richard. Pour la première fois, il parut sincèrement effrayé. Richard, je n'ai pas essayé de te tuer. Je te le jure. Alors explique pourquoi un témoin a vu quelqu'un avec ta montre saboter ma voiture.
Marcus hésita, luttant clairement avec une décision interne. D'accord. J'étais dans le parking ce jour-là, mais pas pour saboter ta voiture. Alors pourquoi? Pour installer un traceur. Richard fronça les sourcils. Un traceur? Pourquoi? Parce que je voulais connaître tes horaires, tes itinéraires, pour t'éviter. Je prévoyais de prendre des documents importants du bureau sans que tu le saches. La trahison s'approfondissait à chaque mot. Quels documents? Des contrats, des accords de partenariat, des choses que j'aurais pu utiliser pour lancer ma propre entreprise après avoir fui avec l'argent. Richard ressentit un mélange de colère et de tristesse. Marcus avait prévu non seulement de le voler, mais aussi d'utiliser des informations confidentielles pour le concurrencer. Marcus, dit Richard, sa voix lourde de déception. 15 ans d'amitié. 15 ans à travailler ensemble, à construire tout ça, et tu jettes tout par-dessus bord pour de la jalousie. Marcus baissa la tête. La jalousie m'a consumé, Richard. Te voir toujours être le centre de l'attention, toujours le génie, toujours le leader. J'ai commencé à sentir que je méritais plus. Tu as toujours eu la reconnaissance. Tu as toujours été bien payé. Tu as toujours été respecté. Mais toujours dans ton ombre. Richard regarda l'homme qui avait été son ami le plus proche pendant 15 ans. La trahison faisait plus mal que n'importe quelle tentative d'assassinat. L'argent, il pouvait le récupérer. La confiance, jamais. Marcus, notre amitié est terminée. Tu vas rendre chaque centime que tu as volé, et ensuite tu partiras pour toujours. Marcus hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Et Richard? Je suis désolé pour les 15 ans que nous avons jetés, pour la confiance que j'ai brisée, pour tout. Tes regrets ne changent rien. Je sais. Richard regarda par la fenêtre, sentant le poids de la trahison. Marcus avait révélé sa vraie nature, mais certaines questions restaient en suspens. Si Marcus n'avait pas saboté les freins, alors qu'il avait fait, et pourquoi? La seule certitude que Richard avait été qu'il pouvait faire confiance à très peu de gens. Peut-être seulement à une fillette de 5 ans qui dessine des maisons avec des jardins, et qui lui avait sauvé la vie avec un cri désespéré. Le détournement de fonds était réel et venait de l'intérieur de l'entreprise, mais le mystère du véritable aspirant assassin était encore loin d'être résolu. Richard Sterling passa les 2 jours suivants à examiner tous les documents et preuves qu'il avait rassemblés. Le détective privé avait confirmé les mouvements bancaires suspects de Marcus, et la police préparait déjà les procédures légales pour récupérer l'argent détourné. Mais il y avait une conversation que Richard devait avoir avant que tout cela ne devienne public. Le jeudi matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il demanda à Madame Patterson d'annuler tous ses rendez-vous de la journée et de n'accepter aucun appel ni visiteur. Puis il envoya un message à Marcus, « J'ai besoin de te parler dans mon bureau. 10 heures, viens seul. » Richard savait que ce serait probablement la dernière conversation qu'il aurait jamais avec l'homme qu'il avait considéré comme son meilleur ami pendant 15 ans. Il voulait que ce soit privé, loin des oreilles curieuses et des regards spéculatifs. À 10 heures précises, Marcus frappa à la porte. « Entrez » dit Richard sans lever les yeux des papiers sur son bureau. Marcus entra et ferma la porte derrière lui. Il était visiblement nerveux, mais essayait de garder son sang-froid. Il portait le même costume impeccable que toujours, mais Richard remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Asseyez-vous. » Richard désigna le fauteuil en face du bureau. Marcus s'assit, croisa les jambes et tenta un sourire forcé. « Richard, à propos de notre conversation de lundi, je pensais que nous pourrions peut-être trouver une solution à toute cette situation. » Richard leva enfin les yeux et fixa Marcus droit dans les yeux. « Une solution? Quel genre de solution as-tu en tête? » « Eh bien, je pourrais rendre l'argent. Tout. Et peut-être que nous pourrions oublier que tout cela est arrivé. Après tout, nous sommes partenaires depuis si longtemps. » « Marcus, » l'interrompit Richard, sa voix calme et ferme. « Tu as volé 400 000 $ à notre entreprise. Tu as créé des sociétés écrans. Tu m'as menti pendant des mois, et maintenant tu veux que j'oublie simplement ce qui s'est passé? » Marcus se pencha en avant, le désespoir commençant à poindre dans sa voix. « Richard, s'il te plaît, pense à tout ce que nous avons construit ensemble. Pense à l'amitié que nous avons. Une erreur ne peut pas détruire 15 ans de partenariat. » « Une erreur? » Richard se leva de son fauteuil, sa voix s'élevant. « Marcus, ce n'était pas une erreur. C'était une trahison calculée et préméditée. Tu as planifié cela pendant des mois. Je sais que je suis allé trop loin, mais
Trop loin? Richard contourna le bureau et se tint à côté de Marcus. Tu n'es pas allé trop loin. Tu m'as trahi de la pire manière possible. Tu as brisé ma confiance, volé mon argent, et prévu de fuir le pays avec tout ça. Marcus se leva aussi, maintenant clairement agité. D'accord, Richard, je l'admets. J'ai tout fait. Mais veux-tu savoir pourquoi? Oui, je le veux. Marcus se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Parce que j'en avais assez de vivre dans ton ombre. Dans mon ombre? Marcus se tourna brusquement pour faire face à Richard. 15 ans, Richard. 15 ans à travailler à tes côtés, à prendre des décisions importantes, à conclure des marchés, à construire cette entreprise. Et qu'est-ce que j'ai à montrer pour ça? Tu as un excellent salaire, une participation aux bénéfices, de la reconnaissance. De la reconnaissance? Marcus rit amèrement. Quelle reconnaissance? Tout le monde connaît Richard Sterling, le génie des affaires. Personne ne sait qui est Marcus Davison. Richard fronça les sourcils. Marcus, tu as toujours été reconnu. Ton travail a toujours été valorisé. Par toi, peut-être. Mais qu'en est-il du reste du monde? Combien de fois es-tu apparu seul dans les magazines d'affaires? Combien de fois as-tu donné des interviews en parlant comme si tu avais tout construit toi-même? Je n'ai jamais dit que j'avais tout construit moi-même. Mais tu n'as jamais mentionné ma contribution non plus, n'est-ce pas? Richard marqua une pause un instant. Marcus avait en partie raison. Il s'était en effet habitué à être le visage de l'entreprise, le porte-parole, celui qui recevait le crédit public. Marcus, si cela te dérangeait tant, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je l'ai fait, explosa Marcus. Plusieurs fois, j'ai suggéré que nous fassions des présentations ensemble, que nous apparaissions dans les médias ensemble. Et tu as toujours dit qu'il valait mieux avoir une seule voix représentant l'entreprise. Richard se souvint vaguement de ces conversations, mais à l'époque, il avait considéré cela comme une question purement pratique de marketing. Tu as raison. J'aurais dû t'inclure davantage. Mais cela ne justifie pas le vol, Marcus. Si, ça le justifie, dit Marcus, toute prétention de remords enfin disparue. Je méritais la moitié de la reconnaissance, la moitié de la renommée, la moitié de tout. Mais comme cela n'allait jamais arriver, j'ai décidé de prendre ce qui m'appartenait de droit. Richard regarda Marcus avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. Ce qui t'appartenait de droit? Marcus, tu étais mon employé. Un employé juste, très bien payé et respecté, mais un employé quand même. Employé? Marcus rit avec dédain. J'étais ton partenaire de facto, même si ce n'était pas sur le papier. La moitié des idées qui ont fait grandir cette entreprise étaient les miennes. Et tu as été compensé pour ces idées. Compensé? Richard, tu vaux 50 millions de dollars. Je vaux 2 millions. Penses-tu que c'est juste? Richard resta silencieux un moment. Il n'avait jamais pensé à la disparité de richesse entre eux en ces termes. Marcus, tu connaissais les termes quand tu as commencé à travailler ici. Nous n'avons jamais caché le fait que j'étais le propriétaire de l'entreprise. Mais je n'ai jamais imaginé que tu serais si égoïste avec le succès. Égoïste? Je t'ai donné des opportunités que tu n'aurais jamais eues ailleurs. Je t'ai traité comme un membre de la famille. Famille, se moqua Marcus. Tu m'as traité comme un employé compétent, rien de plus. Ce n'est pas vrai. Combien de fois as-tu dîné chez moi? Combien de fois avons-nous parlé de nos vies personnelles? Combien de fois ai-je demandé ton avis sur des décisions importantes? Et combien de fois as-tu réellement suivi mon avis quand il était différent du tien? Richard s'arrêta pour réfléchir. Marcus avait encore raison. Il écoutait toujours les avis de son ami, mais à la fin, il prenait les décisions seul. Marcus, j'ai fondé cette entreprise. Il est normal que j'aie le dernier mot. Normal pour toi, peut-être, mais humiliant pour moi. Alors, pourquoi n'es-tu jamais parti? Pourquoi n'as-tu jamais créé ta propre entreprise? Marcus eut un rire sec. Avec quel argent? Avec quelle relation? Penses-tu qu'après avoir travaillé pour Richard Sterling pendant 15 ans, quelqu'un me prendrait au sérieux en tant qu'homme d'affaires indépendant? Tu aurais pu essayer. J'aurais pu, mais c'était plus facile de prendre ce qui était déjà à moi. Richard secoua la tête. Ce n'était pas à toi, Marcus. Ça ne l'a jamais été. Si, ça l'était. Marcus frappa du poing sur le bureau. Chaque décision majeure des 10 dernières années est passée par moi.
Chaque stratégie, chaque investissement, chaque acquisition, j'étais là, Richard. J'ai toujours été là. Et tu as été payé pour être là. Pas assez. Ça n'a jamais été assez. Richard regarda Marcus et vit un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. 15 ans d'amitié, et il n'avait jamais remarqué le ressentiment grandissant à l'intérieur de son partenaire. Marcus, as-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? De la confiance que tu as brisée? La même chose que tu m'as faite pendant 15 ans. Tu m'as ignoré, diminué, toujours gardé à l'arrière-plan. Je n'ai jamais fait ça intentionnellement. Intentionnellement ou non, c'est ce qui s'est passé. Richard retourna à son fauteuil et s'assit lourdement. Alors, c'est ce que tu ressens vraiment après toutes ces années. C'est ce que j'ai toujours ressenti, Richard. La différence, c'est que maintenant je n'ai plus à faire semblant. Et tu ne ressens pas la moindre once de regret pour ce que tu as fait. Marcus réfléchit un moment avant de répondre. Je regrette de m'être fait prendre. Je regrette de ne pas avoir pris plus d'argent. Mais regretter d'avoir pris ce qui était à moi? Non. Richard eut l'impression d'avoir été giflé. Il avait espéré que Marcus montrerait au moins un certain remords, une reconnaissance qu'il avait eu tort. Mais il était là, sans aucun regret réel. Marcus, tu comprends que notre amitié est terminée, n'est-ce pas? Notre amitié s'est terminée il y a longtemps, Richard. Tu ne l'as juste pas remarqué. Quand tu as décidé que Richard Sterling était plus important que Marcus Davison. Quand tu as choisi d'être une célébrité des affaires au lieu d'un vrai partenaire. Richard resta silencieux un long moment, digérant tout ce qu'il venait d'entendre. Tu es viré, dit-il finalement. Je m'en doutais. Et je vais porter plainte. Tu rendras chaque centime et tu iras quand même en prison. Je m'en doutais aussi. Et je ne veux plus jamais te revoir. Marcus se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de partir. Richard? Quoi? Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu ne vois pas qu'une partie de tout ça est aussi de ta faute. La seule faute que j'ai est de t'avoir fait confiance. Marcus secoua la tête. Non, ta faute a été de ne jamais me voir comme un égal. De m'avoir traité comme un employé talentueux au lieu d'un vrai partenaire. Tu étais un employé, Marcus, pas un partenaire. Et c'est exactement cette attitude qui nous a menés ici. Marcus ouvrit la porte et partit, la fermant derrière lui assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. Richard resta seul dans le bureau, sentant le poids de la conversation. 15 ans d'amitié s'étaient complètement désintégrés. Il ne restait rien à sauver, aucun pont à reconstruire. Il prit le téléphone et appela le service juridique. Janet, c'est Richard Sterling. J'ai besoin que vous prépariez tous les documents pour licencier Marcus Davison pour faute grave. Et je veux aussi que vous contactiez le bureau du procureur. Nous allons porter plainte pour détournement de fonds. Compris, monsieur Sterling. Autre chose? Oui. Je veux que vous examiniez tous les contrats et accords auxquels Marcus a eu accès au cours des 2 dernières années. Je dois savoir s'il a pris des informations confidentielles. Je m'en occupe immédiatement. Richard raccrocha et fixa la fenêtre. La ville continuait de fonctionner normalement en dessous. Les gens allaient et venaient, les voitures se déplaçaient, la vie continuait. Mais pour lui, quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois en 15 ans, il était vraiment seul dans l'entreprise. L'homme en qui il avait le plus confiance s'était révélé être un traître. L'amitié qu'il considérait comme la plus solide s'était avérée être une illusion. Richard passa le reste de la journée à organiser la transition. Il redistribua les responsabilités de Marcus entre d'autres cadres, changea les mots de passe des systèmes importants et informa la haute direction du départ du directeur financier pour des divergences stratégiques. À 19 h, comme c'était devenu sa routine, il descendit dans le hall. Il avait besoin de voir Mia. Il avait besoin de cette conversation simple et honnête que seule elle pouvait lui offrir. Mais quand il atteignit le rez-de-chaussée, Mia n'était pas seule. Déborah était assise à côté de sa fille, l'aidant à organiser ses dessins. « Salut, Richard » fit Mia joyeusement. « Ma maman est venue plus tôt aujourd'hui. » Déborah se leva, clairement embarrassée d'être trouvée là. « Désolé, monsieur Sterling. J'ai fini le travail plus tôt et je suis venu chercher Mia. Pas besoin de vous excuser, Déborah. En fait... » Richard hésita un instant. « Avez-vous le temps de parler un peu ?» Déborah parut surprise. « Bien sûr, si vous le souhaitez, monsieur. » Ils s'assirent tous les trois sur le canapé. Mia continua à dessiner pendant que Richard et Déborah parlaient. Pour la première fois,
il prêta vraiment attention à la femme qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa fille. Déborah parla de ses 3 emplois, des difficultés d'élever une enfant seule, des rêves qu'elle avait pour l'avenir de Mia. Sa voix était douce, mais il y avait une force intérieure qui impressionna Richard. « Déborah, puis-je vous poser une question sur le père de Mia ?» Elle hésita un instant. « Il nous a quittés quand Mia avait 2 ans. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Ça a dû être difficile. » Ça l'a été, mais Mia me donne la force de continuer. Elle est tout pour moi. Richard regarda la fillette qui coloriait un nouveau dessin de maison avec un jardin. C'est une enfant spéciale. Elle est très intelligente et affectueuse. Et parfois je pense qu'elle est plus mature que moi. Déborah, avez-vous déjà pensé à reprendre vos études, à obtenir un diplôme universitaire? J'y pense tout le temps, mais je n'ai ni le temps ni l'argent. Je travaille dans un magasin de vêtements le matin, chez une famille l'après-midi, et ici la nuit. Quand trouver le temps? Richard devint pensif. Voici une femme intelligente et travailleuse, limitée uniquement par ses circonstances. Et si je vous disais que l'entreprise a un programme de bourse pour les employés? Déborah le regarda avec surprise. Elle en a un? Elle peut en avoir un, sourit Richard. À partir de maintenant. Monsieur Sterling, je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Des employés plus qualifiés sont plus précieux pour l'entreprise. Mia arrêta de dessiner et les regarda. Maman, tu vas étudier? Peut-être, ma chérie, si je peux gérer le temps. C'est trop cool. Je veux étudier aussi. Quand est-ce que je vais à l'école? Richard regarda Déborah. À ce sujet, avez-vous pu l'inscrire déjà? J'économise encore de l'argent pour les fournitures scolaires. Et si l'entreprise avait aussi un programme d'aide à l'éducation pour les enfants des employés? Déborah le regarda avec les yeux embués de larmes. Monsieur Sterling, pourquoi faites-vous cela? Richard regarda Mia, qui était retournée à son dessin, puis Déborah. Parce que vous deux m'avez appris quelque chose de très important. Quoi? Que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent pas être achetées. Richard passa 1 heure de plus à parler avec la mère et la fille. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit sincèrement détendu. Il n'y avait pas d'agenda caché, pas d'arrière-pensée, pas de jeu de pouvoir. Juste une conversation simple et honnête. Quand ils se dirent enfin au revoir, Richard monta à son bureau avec un sentiment différent. Il avait perdu un ami ce jour-là, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, une nouvelle perspective sur ce qui comptait vraiment. Assis seul dans son bureau, Richard réalisa que la douleur de la trahison de Marcus commençait à céder la place à quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Il valait peut-être mieux découvrir la vraie nature de son ami maintenant que de continuer à vivre dans un mensonge. Et pour la première fois en 15 ans, Richard Sterling commença à imaginer ce que serait sa vie sans porter le poids d'une fausse amitié sur ses épaules. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Marcus. L'automne peignait la ville de teintes dorées, et Richard Sterling regardait le paysage depuis la fenêtre de son bureau avec des yeux complètement différents. Ce n'étaient plus les yeux d'un homme qui ne voyait que des chiffres et des opportunités de profit. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait appris à voir les gens. Sur le bureau en face de lui se trouvait un document qu'il avait passé des semaines à rédiger. Un plan de restructuration qui changerait non seulement la vie de Déborah et Mia, mais toute la culture de la Sterling Corporation. Madame Patterson, appela-t-il sa secrétaire par l'interphone. Pourriez-vous demander à Deborah Davis de venir à mon bureau? Et s'il vous plaît, dites-lui qu'elle peut amener Mia si elle le souhaite. Bien sûr, monsieur Sterling. Pendant qu'il attendait, Richard se remémora les derniers mois. L'enquête sur Marcus s'était terminée avec le remboursement de l'argent volé et son départ de la ville sans un regard en arrière. Mais le départ de son ancien partenaire avait ouvert la voie à quelque chose de nouveau dans la vie de Richard. Ses conversations quotidiennes avec Mia dans le hall s'étaient étendues pour inclure également Déborah. Lentement, il avait commencé à vraiment connaître la femme derrière l'employé. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez. Déborah entra, accompagnée de Mia, qui portait son nouveau bloc à dessin. La petite fille courut vers Richard avec un sourire radieux. Salut, Richard. Regarde ce que je t'ai dessiné. Elle lui tendit un dessin d'une grande maison avec de nombreuses fenêtres et un jardin coloré. Cette fois, il y avait 3 silhouettes à la porte. Une femme, un enfant et un homme en costume. C'est magnifique, Mia. Tu dessines de mieux en mieux chaque jour. C'est parce que tu m'as donné les bons crayons,
répondit-elle en s'asseyant sur le canapé dans le coin du bureau. Richard se tourna vers Déborah, qui était visiblement nerveuse. Déborah, s'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur Sterling? Au contraire, vous avez tout fait de bien. Et c'est exactement pour cela que je suis ici. Richard prit le document sur le bureau. Il y a 3 mois, vous m'avez dit que vous aimeriez retourner à l'école, mais que vous n'aviez ni le temps ni les ressources. Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. Eh bien, la Sterling Corporation met en place un nouveau programme de développement professionnel pour les employés, et vous avez été sélectionné pour être la première participante. Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. Que voulez-vous dire? À partir de la semaine prochaine, vous serez promue assistante administrative au département des ressources humaines. Horaires de bureau normaux, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, avec un salaire 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Déborah resta sans voix un instant. Monsieur Sterling, je n'ai aucune expérience de bureau. Vous recevrez une formation complète. Et le samedi matin, l'entreprise paiera votre diplôme en administration des affaires à l'université. Est-ce réel? Complètement réel. Vous êtes intelligente, travailleuse et digne de confiance. Ce sont exactement les qualités que nous recherchons. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Déborah. Monsieur Sterling, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous méritez cette opportunité. Richard se tourna vers Mia, qui avait arrêté de dessiner pour prêter attention à la conversation. Et quant à toi, jeune artiste, j'ai aussi des nouvelles pour toi. Pour moi? Demanda Mia, les yeux pétillants de curiosité. L'entreprise crée un fonds d'éducation pour les enfants des employés. Cela signifie que tu iras dans la meilleure école privée de la ville, tout frais payés. Frais de scolarité, uniforme, fourniture, déjeuner, tout. Mia sauta du canapé et courut serrer les jambes de Richard. Vraiment? Je vais aller dans une vraie école? Vraiment. Et quand tu seras grande, si tu veux aller à l'université, ce sera aussi payé. Déborah se leva, toujours les larmes aux yeux. Monsieur Sterling, c'est trop. Je ne peux pas accepter une telle générosité. Déborah, l'interrompit doucement Richard. Puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr. Il y a quelques mois, j'ai failli mourir. Quelqu'un a saboté ma voiture, coupé les freins. Si j'étais monté dans cette voiture, je ne serais pas là aujourd'hui. Déborah fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Mais je ne suis pas mort. Savez-vous pourquoi? Parce que votre fille m'a sauvé. Elle a crié. Elle m'a prévenu du danger. Une fillette de 5 ans a eu plus de courage et de gentillesse que n'importe quel adulte dans ma vie. Richard regarda Mia, qui dessinait de nouveau. Elle n'a pas seulement sauvé ma vie, Déborah. Elle m'a appris à vivre vraiment. Elle m'a appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Elle m'a appris ce qu'est la gentillesse authentique. Et vous, continua-t-il, vous m'avez appris la dignité, le travail honnête pour ce que vous avez, l'éducation d'un enfant avec des valeurs solides même dans les circonstances les plus difficiles. Richard se dirigea vers la fenêtre. Pendant des années, j'ai vécu entouré de gens qui ne m'approchaient que par intérêt, des employés qui avaient peur, des partenaires qui voulaient m'utiliser, de faux amis qui m'enviaient. Mais vous deux, vous m'avez traité comme un être humain dès le premier jour. Parce que tu es un être humain, dit Mia sans lever les yeux de son dessin. Tout le monde l'est. Richard sourit. La simplicité de l'observation de la fillette était profondément touchante. Exactement, Mia. Tout le monde l'est. J'avais juste oublié. Au cours des semaines suivantes, Richard mit en œuvre une série de changements à la Sterling Corporation. Il créa des programmes de bien-être pour les employés, augmenta les salaires des postes les moins rémunérés, établit une garderie sur place pour les enfants des employés, et commença à apparaître régulièrement dans les étages opérationnels, parlant avec des gens qui étaient auparavant invisibles pour lui. La transformation ne passa pas inaperçue des médias d'affaires. Des magazines spécialisés commencèrent à écrire sur la nouvelle philosophie de Richard Sterling, mais pour lui, ce n'était pas une stratégie marketing. C'était un changement réel et profond dans sa façon de voir le monde. Un après-midi, en se promenant dans les couloirs de l'entreprise, il s'arrêta pour observer Déborah dans son nouveau rôle. Elle expliquait des procédures à un nouvel employé, parlant avec patience et gentillesse. En 3 mois, elle était devenue l'une des employées les plus respectées du département.
Plus tard, en descendant au rez-de-chaussée, il trouva Mia dans le nouvel espace pour enfants qu'il avait créé. Elle dessinait avec d'autres enfants, les fils et filles d'employés qui pouvaient désormais travailler l'esprit tranquille. « Salut, Richard !» fit-elle un signe de la main en le voyant. « Salut, Mia. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? »« Super. J'ai appris les couleurs primaires. Savais-tu que toutes les couleurs viennent du bleu, du rouge et du jaune? »« Oui, je le savais. Et tu aimes beaucoup l'école? »« J'ai beaucoup d'amis maintenant. Et tu sais quoi d'autre? Ma maman est très heureuse. Elle sourit tout le temps maintenant. » Richard regarda par la fenêtre et vit Déborah passer dans le couloir. Elle avait vraiment l'air différente, plus confiante, plus radieuse. « Mia, dit-il, vous deux m'avez sauvé la vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. »« Que veux-tu dire? » ?»« Avant de vous rencontrer, je ne vivais que pour travailler et gagner de l'argent. Je n'avais pas de vrais amis, pas de famille, pas de joie. Et maintenant je comprends qu'être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir des gens qui se soucient vraiment de vous. C'est faire une différence dans la vie des autres. » En quittant l'entreprise ce soir-là, Richard s'arrêta dans un magasin de jouets et acheta une immense boîte de crayons de couleur. Non pas parce que Mia en avait besoin, mais parce qu'il voulait la voir sourire le lendemain. Des mois plus tôt, Richard Sterling était un milliardaire qui ne voyait que des chiffres. Maintenant, il était un homme qui voyait des gens. Il n'avait pas trouvé une nouvelle famille au sens traditionnel, mais il avait trouvé quelque chose d'aussi précieux, une nouvelle façon de vivre, moins arrogante, plus humaine. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.